nous produisons très peu de ce que nous consommons et nous consommons très peu de ce que nous produisons. On mange quoi demain ? Ah, l'alimentation. Voilà un sujet qui concerne tout le monde. Et si on remettait nos habitudes en question ? Cette saison, on va parler de ce qu'on met dans nos assiettes. D'agriculture, de potager, de produits locaux et de saison. On tentera de répondre ensemble à la question « On mange quoi demain ?» Pour introduire cette nouvelle saison, on est allé rencontrer Olivier de Scuter. Il est professeur à l'UC Louvain et actuellement rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Avant cela, sur le droit à l'alimentation. Il co-préside aussi un panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables. Ensemble, on a discuté des risques qui pèsent sur notre capacité à nous nourrir et de comment s'y adapter. On a évoqué la relocalisation de la production, les enjeux climatiques et les freins qui nous empêchent de bien manger. Si vous écoutez cet épisode dans l'espoir de trouver des recettes, vous risquez d'être déçus. Par contre, on va essayer d'éclairer ensemble ce qui se joue autour de nos assiettes. Mais pas de panique. Du pratico-pratique vous attend sur ecoconso.be/miam, ainsi que dans plusieurs épisodes à venir d'Ecoconso et vous. Pensez à vous abonner au podcast pour ne rien rater. On mange quoi demain ? Épisode 1, c'est parti ! Olivier de Scuter nous accueille un lundi matin dans son bureau à l'UC Louvain. C'était peu de temps avant les manifestations du monde agricole qui ont contribué à mettre sur le devant de la scène les questions de production locale et de prix juste. La première chose qu'on lui a demandé, c'est de nous expliquer, en des termes simples, un bien gros mot, la résilience alimentaire. La résilience alimentaire, c'est la capacité pour chaque biorégion de s'approvisionner dans des conditions qui la protègent des risques climatiques, économiques, liés aussi aux ruptures de chaînes d'approvisionnement, pour être prêt à faire face aux chocs imprévisibles à l'avenir. On a des systèmes alimentaires qui se sont développés depuis les années 60 dans l'objectif de produire le plus possible au moindre coût possible. Et cette démarche est une démarche qui a conduit à favoriser les économies d'échelle, les longues chaînes d'approvisionnement, la division du travail entre différentes régions du monde, et donc renforçant une dépendance à l'égard des importations. Et au lieu de cette efficience, l'on doit privilégier davantage de résilience, c'est-à-dire une diversification des possibilités de s'approvisionner en produisant davantage localement. Et c'est cette transition à laquelle on est en train de se préparer. Et ceci à la fois pour des raisons environnementales, cela réduit les impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie des transports. Cela réduit la nécessité d'une transformation de la matière première agricole pour qu'elle ait une longue durée de vie, avec des aliments de plus en plus fortement transformés. Et cela permet de reconnecter les mangeurs aux paysans, aux paysannes qui produisent notre alimentation, avec dès lors la possibilité pour la rémunération de ces paysans et paysannes d'être améliorée sans que cela affecte la capacité pour les ménages à faible revenu de s'alimenter dignement. Mais relocaliser la production alimentaire, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que ce n'est pas une forme de repli sur soi ? Et puis, est-ce que ce n'est pas abandonner à leur sort des pays qui dépendent de nos achats ? Bien entendu, il est nécessaire de continuer de favoriser les échanges avec d'autres régions, là où d'autres régions sont beaucoup mieux placées que nous ne le sommes nous-mêmes pour produire tel ou tel produit agricole. Ce qu'il faut combattre, c'est le commerce redondant, inutile, motivé uniquement par le souci d'abaisser les coûts de production, y compris les coûts du travail, qui aboutit à des conséquences absurdes où nous produisons très peu de ce que nous consommons et nous consommons très peu de ce que nous produisons. Et donc cette relocalisation de la production a plusieurs avantages, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tendre à l'autarcie. Ceci est non seulement peu souhaitable, mais également peu réaliste. Donc, la résilience alimentaire doit nous permettre de mieux résister aux chocs, sans pour autant aller jusqu'à se priver de la nourriture qui doit être ou gagne à être produite ailleurs. Voilà de quoi rassurer ceux qui craignaient de devoir tirer un trait sur leur tasse de café ou leur petit carré de chocolat. Mais en fait, de quel choc parle-t-on ? Quels sont ces risques qui pèsent sur notre système alimentaire ?
Aujourd'hui, les risques principaux sont de 3 ordres. Premièrement, en raison de la très forte dépendance que l'on a développée à l'égard des énergies fossiles, parce que nous avons développé un système agroalimentaire extrêmement énergivore, non seulement pour ce qui se passe à l'échelle de la parcelle, de l'exploitation agricole, mais aussi pour tout ce qui concerne la transformation, le transport, l'empaquetage, la préservation de la chaîne de froid. Et ceci se traduit par une très grande vulnérabilité. La fluctuation sur les marchés de l'énergie ont un impact très important sur notre capacité à produire notre alimentation à un prix abordable pour les consommateurs et consommatrices en bout de chaîne. Deuxième dépendance, deuxième risque, c'est un risque à l'égard des ruptures climatiques. Lorsque l'on est très dépendant de la production alimentaire dans telle ou telle région, par exemple d'huile végétale ou de blé en provenance d'Ukraine, on a bien entendu un risque que si une région est affectée par les changements climatiques, on va voir l'approvisionnement rendu plus difficile. Et la spécialisation de plus en plus grande de la production alimentaire concentrée dans certaines régions augmente évidemment ce risque. Et puis, le troisième risque est un risque géopolitique. C'est-à-dire que si on dépend de certaines régions pour son approvisionnement, on risque que de voir parfois des chaînes d'approvisionnement rompues, comme on l'a vu précisément avec le conflit ukrainien, ou des pays d'Afrique du Nord, de Méditerranée, le Liban, le Yémen aussi, ont vu du jour au lendemain leur fourniture en blé, notamment menacée par le conflit. Parmi ces risques, on entend beaucoup revenir à la question de l'énergie et du climat. On a donc voulu en savoir plus sur le lien entre l'alimentation et les dérèglements climatiques. L'agriculture, si vous voulez, est à la fois victime et responsable des ruptures climatiques. Évidemment, les systèmes agroalimentaires sont très vulnérables aux ruptures climatiques qui vont être plus nombreuses et plus importantes à l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle il faut une agriculture beaucoup plus résiliente. Les agricultures qui sont hyper spécialisées, les grandes monocultures par exemple, qui caractérisent largement les paysages de pays comme le Danemark ou les Pays-Bas, sont beaucoup moins résilients que l'agriculture diversifiée qu'on a en Wallonie. Et donc, ce sont des agricultures qui sont peut-être très efficientes, mais qui sont moins résilientes au choc climatique. Le deuxième aspect, c'est que selon la manière dont on organise la production agricole, on peut contribuer plus ou moins aux émissions de gaz à effet de serre et donc aux risques climatiques. On a aujourd'hui des systèmes alimentaires qui représentent à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, une agriculture qui recourt moins à des engrais azotés et des intrants chimiques, une agriculture qui est plus faiblement mécanisée et qui produit moins d'aliments transformés, soumis à toute une série de processus industriels de transformation, c'est une agriculture qui est beaucoup moins énergivore et qui contribue beaucoup moins aux problèmes climatiques. Maintenant qu'on a mieux compris le principe et les enjeux de la transition alimentaire, on a demandé au professeur de Scutter si on est plutôt de bons ou de mauvais élèves. Il évoquait l'agriculture assez diversifiée de la Wallonie. Pourtant, le calculateur de l'état de résilience alimentaire estime que, en tenant compte de notre régime alimentaire actuel, la Wallonie est à seulement 17% d'auto-approvisionnement. Pas super résilient, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait bien et que devrait-on améliorer ? Très clairement, nous devons aller vers une production céréalière qui est plus orientée vers la satisfaction des besoins locaux. 66% du blé panifiable, par exemple, pouvant servir à faire du pain, est importé. Et à l'inverse, nous produisons des céréales qui sont exportées. Nous produisons beaucoup de pommes de terre aussi qui sont exportées sous forme de frites parfois. Et il faut donc réorienter notre production de céréales dans cette direction-là. Ce qui marche bien, c'est la manière dont nous pratiquons l'élevage. La Wallonie en particulier est une grande terre d'élevage et ceci est très important pour l'entretien des pâturages qui sont des stocks de carbone extrêmement importants et qui permettent de maintenir la bonne santé des sols grâce aux déjections animales, qui permettent de fertiliser les sols sans qu'il y ait besoin d'engrais azotés pour en booster la fertilité. Donc, je dirais que la Wallonie peut s'orienter
de plus en plus vers des systèmes de polyculture élevage, qui sont des systèmes agroécologiques très performants, et la Wallonie a tous les atouts dans sa main pour aller vers cette orientation. Encore faut-il combattre la tendance actuelle qui est celle d'une division entre l'élevage, les cultures, les forêts. L'agroécologie suppose de miser sur les complémentarités entre les animaux, les plantes et les arbres, des systèmes d'agroforesterie, des systèmes de rotation de cultures et de cultures associées, où l'élevage fait partie intégrante de ce qui permet de fertiliser les sols pour les cultures. Et donc, il faut davantage d'intégration de ces différentes composantes de notre paysage agricole, mais nous avons tous les atouts qui permettent d'aller dans ces directions. À entendre ça, on pourrait avoir l'impression que tout se joue au niveau des champs, des prairies. Pourtant, les enjeux ne concernent pas uniquement ce qui se passe au niveau des fermes, tout comme d'ailleurs ils ne concernent pas uniquement ce qu'on décide de mettre dans son assiette. Ça concerne le système alimentaire. Encore un terme qui mérite clarification. Un système alimentaire, ça comprend bien sûr la production agricole, mais aussi la fourniture d'intrants, par exemple par les fabricants de semences, d'engrais, de pesticides. Et puis il y a toute la transformation, l'emballage, le transport, la distribution, dans les grandes surfaces ou non, la commercialisation, l'achat, la préparation chez soi, ainsi que la production d'eau et d'énergie qui sont nécessaires à toutes ces étapes, et la gestion des déchets qui y sont liés. Sans oublier le cadre légal qui régit tout ça. C'est donc tout un système d'acteurs variés qui doivent s'adapter. On a interpellé Olivier Descuter pour savoir qui a vraiment le pouvoir d'agir dans tout ça. Chacun a son rôle dans cette reconquête de notre souveraineté alimentaire. Les consommateurs, les consommatrices peuvent envoyer un signal qu'ils souhaitent davantage s'approvisionner en produits locaux et de saison pour des raisons qui peuvent tenir au soutien à l'agriculture paysanne ou pour des raisons liées aux préoccupations environnementales. Les producteurs eux-mêmes peuvent s'inscrire dans des chaînes courtes, des chaînes directes, et celles-ci se multiplient avec les groupes d'achat communs en Wallonie, les groupes d'achat solidaires de l'agriculture paysanne en région bruxelloise. Et puis, les pouvoirs publics ont un rôle aussi, au fond, de s'assurer que les services que rend l'agriculture paysanne soient récompensés, soient justement rémunérés, que l'on pénalise peut-être plus l'agriculture conventionnelle avec tous les impacts négatifs environnementaux, sanitaires qui en résultent, et que l'on ait par exemple des labels de qualité, de production locale qui favorisent l'émergence de ces chaînes courtes. Donc on a, je crois, un rôle que peuvent jouer les consommateurs, les mangeurs, mais aussi les producteurs et les pouvoirs publics. Il y a un grand enjeu aujourd'hui qui est celui de la démocratisation des systèmes alimentaires, pour éviter que, au fond, les grands choix stratégiques qui sont faits par les acteurs dominants des chaînes agroalimentaires soient dictés simplement par les conditions du marché. Et donc, démocratiser le système agroalimentaire, cela veut dire, par exemple, mettre sur pied des conseils de politique alimentaire, comme il s'en met sur pied à l'échelle de Wallonie, avec le programme Manger demain, ou bien comme il s'en met sur pied dans différentes villes de Wallonie qui, de plus en plus, veulent reconquérir une certaine souveraineté alimentaire. Et donc, on a un mouvement qui tente à impliquer davantage les mangeurs et les mangeuses dans la réforme des systèmes agroalimentaires à travers ces conseils de politique alimentaire. Cet exemple nous a donné envie de demander à Olivier Descuter s'il y a d'autres projets ou initiatives emblématiques de la résilience. Une évolution tout à fait intéressante et prometteuse, c'est celle qui consiste pour certaines villes à se doter de ceintures alimentaires qui renforcent les liens entre l'alimentation des citadins, des habitants des villes d'une part, et les producteurs locaux d'autre part. Paradoxalement, on a parfois des situations où les producteurs locaux qui habitent dans la proximité des grandes villes produisent pour l'export et les résidents de la ville se nourrissent essentiellement à partir de produits alimentaires qui sont importés, au lieu de créer des liens entre les villes et leur ceinture immédiate. Et donc, on a dans des villes comme Liège, comme Mons, comme Charleroi, des tentatives de créer ces ceintures alimentaires autour des villes pour relocaliser l'alimentation. Et ceci me paraît extrêmement important, non seulement pour que les citadins aient accès à une alimentation de qualité,
faites à partir de produits locaux et de saison, mais aussi pour que les producteurs locaux aient accès à des marchés urbains qui sont pour eux une source évidemment d'opportunités importantes. Le circuit court, c'est évidemment le top. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que 75% des dépenses alimentaires des Wallons sont faites dans la grande distribution. Alors est-ce que les supermarchés ont leur place dans un système alimentaire résilient ? C'est un grand enjeu pour la grande distribution que les supermarchés comprennent l'évolution des attentes du public et organisent les rayons des supermarchés, leur système d'approvisionnement, de manière à faire davantage de place aux produits locaux issus de l'agriculture paysanne. Mais il y a un risque, c'est que l'agriculture paysanne ne parvienne pas à définir les conditions auxquelles elle s'inscrit dans ces grands circuits. Et donc ce qui est essentiel, c'est que pour définir les termes de référence de ces fournisseurs de l'agriculture paysanne, pour définir les prix qui vont leur être donnés, les agriculteurs, les agricultrices puissent avoir une capacité de négociation qui se renforce, et ceci, c'est une question de gouvernance des chaînes agroalimentaires. Donc, je serais favorable à ce que la grande distribution s'oriente vers ces autres types de production, mais à condition, et c'est important, que la négociation soit égale entre ces différentes parties et que la rémunération pour les producteurs soit meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les agriculteurs et agricultrices sont insuffisamment payés pour un travail énorme et essentiel. En ce début 2024, ils ont fait entendre de façon très claire leurs revendications, notamment pour un prix plus juste et pour un meilleur accès à la terre. Olivier de Scuter nous a déjà évoqué au moins 2 pistes intéressantes dans cet enjeu des prix. D'une part, le fait d'accéder à des marchés locaux, plus rémunérateurs, avec moins d'intermédiaires, et d'autre part, le fait de renforcer la capacité de négociation avec les gros acteurs. Mais c'est évidemment une question complexe, dans laquelle entre en jeu aussi la fameuse PAC, la politique agricole commune de l'Union européenne. La très grande majorité des exploitations agricoles, des fermes, ne survivraient pas sans les subventions de la politique agricole commune lancée en 1960, qui a subi plusieurs réformes depuis pour favoriser le verdissement de l'agriculture, mais qui continue essentiellement de subventionner les grandes exploitations mécanisées, les économies d'échelle. En fait, dans le système de la PAC, plus on est grand, plus on a des grandes surfaces sous son contrôle et plus on va percevoir de subsides. Et ceci explique une très grande spéculation sur les terres agricoles. Et ceci explique aussi que tous les exploitants agricoles veulent s'agrandir, racheter la terre du voisin et comprennent que leur seule possibilité de survivre, c'est de se développer avec des surfaces toujours plus importantes sous leur contrôle. Et donc ce système est très pervers. Et il faut récompenser, au contraire, les agriculteurs et les agricultrices pour les services environnementaux qu'ils rendent en maintenant la biodiversité sur leurs parcelles, en entretenant la santé des sols, en réduisant le risque de pollution des nappes phréatiques par une agriculture durable, voire même labellisée bio. Et il faut récompenser bien davantage les producteurs pour ces bonnes pratiques. Il faut aussi leur donner accès à des circuits de commercialisation différents qui permettent de percevoir une plus grande part de la valeur sur l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, alors qu'aujourd'hui, très souvent, les producteurs agricoles sont coincés entre des fournisseurs d'intrants et des grands acheteurs, y compris les chaînes de distribution, qui ne leur donnent aucun pouvoir de négociation sur les prix. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour maintenir ces rémunérations et faire en sorte qu'elles correspondent aux véritables coûts sociaux, environnementaux et sanitaires de l'agriculture en général. À l'autre bout de la chaîne, dans l'assiette du consommateur, la question du prix est tout aussi présente. Manger de façon saine et durable, est-ce que c'est réservé aux riches ? Il y a des filières qu'il faut encourager, mais qui sont pour l'instant encore très chères. Et notamment, l'agriculture labellisée biologique est coûteuse parce que le coût de certification est important, parce que c'est un marché de niche et que les économies d'échelle sont moins importantes et parce que la marge des distributeurs sur les produits bio demeure extrêmement importante. Donc il faut démocratiser le bio pour que le bio soit abordable aussi pour les ménages précaires. Et puis deuxième chose, c'est que les prix sont importants, mais les prix ne sont pas tout. Et bien manger, si l'on cuisine chez soi des produits frais locaux et de saison, très minimalement transformés, où l'on réduit la part de viande et de protéines animales, c'est possible avec un budget qui peut être très réduit. Mais
d'autres obstacles que les prix se présentent. Il faut du temps pour cuisiner, il faut s'organiser pour le faire, pour le ménage, il faut avoir accès à des produits de qualité dans son quartier, dans son environnement immédiat. Il faut ne pas avoir à accumuler plusieurs jobs et des longs temps de navette pour pouvoir redonner à l'alimentation la place centrale qu'elle mérite dans nos existences. Et donc, pour les ménages en précarité, il y a un obstacle de prix, mais ce n'est pas le seul obstacle à l'accès à une alimentation durable et de qualité. Ces obstacles, notamment l'organisation, le temps, la disponibilité de produits de qualité à proximité, ne concernent en réalité pas seulement les ménages précarisés. Pour préparer notre travail sur le thème de l'alimentation, on s'est intéressé aux raisons qui empêchent de passer à l'action, même quand on est motivé. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous évoquer ces freins. Ecoconso proposera donc tout au long de cette année des outils, des témoignages, des astuces et des bonnes adresses pour vous aider à franchir ces obstacles. Pour qu'à la question « On mange quoi demain ?», on puisse répondre ensemble une alimentation saine, résiliente, abordable et gourmande. Un très grand merci à Olivier de Scooter pour cet entretien. On espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des avis ou des étoiles sur Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook ou notre site ecoconso.be/miam pour profiter de toutes nos ressources sur l'alimentation durable. Ecoconso et vous, le podcast qui met des idées vertes dans vos oreilles et dans votre quotidien. On mange quoi demain ? Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.